Amis téléspectateurs, bienvenue dans Questions électorales. Nous sommes en compagnie de Victor Bokor, expert électoral, qui va nous aider à mieux éclairer la thématique suivante, le rôle des agents électoraux et le processus électoral. Victor Bokor, bonjour. Bonjour, Wichedi. Bonjour à vous, vous allez très bien. Bien, bien. Ok. Nous sommes également avec Modeste Dosutogbe. Alors, Victor Bokor, bonjour. Et bonjour. Alors, le code électoral, en son article 66, voilà, stipule que le poste de vote est tenu par, selon qu'il s'agit d'élections seules ou d'élections couplées par 3 ou 5 agents électoraux, et les membres de poste de vote sont quand même connus. On parle de président et d'ascenseur, donc 2 ascenseurs. Qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre du thème agents électoraux? Non, il faut d'abord retenir que, en termes d'agents électoraux, serait est clairement défini par justement notre code électoral. C'est des acteurs qui sont directement impliqués dans le scrutin, dans la bonne organisation du scrutin. Oui. Vous avez les membres du poste de vote. Vous avez également les assistants coordonnateurs d'arrondissement et vous avez les coordonnateurs d'arrondissement. Ils sont directement impliqués dans le bon déroulement du scrutin. Oui. Parlant justement du poste de vote, généralement c'est très bien organisé. Nous avons 3 acteurs, le président et 2 assesseurs. 2 assesseurs. Quand il s'agit des élections couplées, nous irons jusqu'à 5. À 5 acteurs pour un poste de vote. Et chaque acteur, justement, ces agents électoraux ainsi définis, ont un rôle à jouer pour la bonne organisation, le bon déroulement, justement, du scrutin électoral. D'abord, on pourrait parler du coordonnateur d'arrondissement, qui est mandaté par la Sénat, suite à un appel à candidature. C'est pareil également pour les MPV Les assistants. et également les assistants coordonnateurs. Nous avons, en termes d'arrondissement, 546, si je me trompe. Oui, je crois que c'est bien cela. Et donc, on aura pour chaque arrondissement un coordonnateur. Donc, notre pays a été séquencé ainsi que suit. Donc, dans chaque arrondissement, on aura un coordonnateur d'arrondissement. Le profil, il est bien connu dans les acteurs qui sont désignés. C'est généralement des magistrats, le personnel de l'administration qui justifie tout au moins de la catégorie A1. C'est des administrateurs électoraux, c'est des retraités qui pourraient être mis à contribution en fonction justement de leur profil. Et ceux-là justement seront mandatés durant le processus par la Sénat pour l'aider justement à accompagner le bon déroulement des opérations. Ils auront à former les MPV, les membres des postes de vote. Ils auront à organiser la vie administrative au niveau de leur circonscription de compétences, prendre contact avec les autorités locales, la police et également les chefs quartiers, le maire, de sorte que les élections se déroulent dans une meilleure condition. Et donc ça, c'est le coordonnateur d'arrondissement. Il va se faire aider dans sa tâche, puisqu'il a dans sa juridiction, le coordonnateur d'arrondissement, un ensemble de villages qui sont repartis en postes de vote. Donc il va se faire aider par ce qu'on appelle les assistants coordonnateurs d'arrondissement. Le nombre varie en fonction de l'arrondissement. On en a souvent 2, 3, on pourrait aller même jusqu'à 9 pour ce qu'on a pu constater les années antérieures. Et donc ceux-là également sont choisis pour être mis à la disposition du coordonnateur pour l'aider dans sa tâche. Quand vous prenez, par exemple, je prends un exemple tout banal, le 11e arrondissement de Cotonou qui va se retrouver avec 13 quartiers, le coordonnateur à lui seul dans sa mission ne pourra pas couvrir les 13 quartiers. Et donc, on lui enjoint des assistants coordonnateurs qui vont l'aider dans la préparation, justement, des bureaux de vote, dans la gestion du matériel électoral, également le bulletin sensible, dans la distribution et également dans la supervision, parce que certains coordonnateurs
il leur arrive de repartir en fonction des quartiers et du nombre d'assistants qu'ils ont, justement, repartir ces quartiers-là pour que les uns et les autres aient la charge, un ou deux quartiers. Et lui, il joue le rôle de coordination comme son nom l'indique. Au-delà des assistants et coordonnateurs d'arrondissement, nous avons directement au niveau des postes de vote les MPV. Alors, Victor, bon, quand je ne vous coupe pas, et parlons des assistants coordonnateurs, c'est quoi le profil? C'est généralement des acteurs qui sont choisis, le niveau minimum, c'est le bac. Bac plus, ainsi de suite. Il faut savoir lire et écrire obligatoirement parce que vous aurez à aider le coordonnateur dans sa mission. Oui. Alors, et l'appel à candidature est fait en même temps que le coordonnateur d'arrondissement et l'assistant, et même pour les MPV, c'est dans la même période que la Sénat lance le processus de recrutement. Alors on en vient aux membres de postes de vote. C'est des acteurs non moins déterminants dans le scrutin puisqu'ils ont à charge un poste de vote. Vous savez, quand on arrive dans un centre de vote, on pourrait avoir plusieurs postes de vote. Parce que la loi fait obligation dans un poste de vote de se retrouver au maximum à 450-500 électeurs. Oui. Donc en fonction du nombre d'électeurs par localité, cela est sérieux, on aura le nombre de postes de vote qu'il faut. Vous arrivez à un poste de vote, vous trouverez principalement 3 acteurs quand il s'agit d'élections ordinaires. Le cas de l'élection que nous avons pour le 8 janvier prochain, c'est les élections législatives. Ne sont pas dans un cas d'élection couplée. Il va falloir attendre 2026 pour avoir le cas de figure où on se retrouverait avec 6 acteurs, 5 acteurs à un poste de vote. Alors, on a le président et on a deux assesseurs. Ils sont chargés de la bonne organisation du scrutin et donc du vote ce jour-là des élections. Il y a le président qui est désigné, il a 2 assesseurs. Ils vont organiser justement leur espace qui leur est dédié, qui est le poste de vote. Ils vont commencer d'abord par recueillir les votants. Après quoi autre, il y aura la phase de dépouillement, la compilation des résultats et qui vont cheminer ces résultats-là vers le coordonnateur d'arrondissement qui se retrouve généralement au niveau de l'arrondissement. Et une fois à l'arrondissement, ces différents acteurs, le coordonnateur assisté de ces assistants vont compiler les résultats et il reviendra à chaque président de bureau de vote de venir justement signer la fiche de compilation, les différentes fiches de déploiement qui existent pour attester de ce que les résultats sortis d'un poste A sont exactement ces résultats-là qui sont compilés au niveau de l'arrondissement. C'est l'une des garanties d'ailleurs que nous avons au niveau de notre processus électoral, à savoir que les résultats qui sont sortis au niveau du poste de vote sont les mêmes résultats qui seront attestés à la compilation au niveau du coordonnateur d'arrondissement. D'accord. Quand ce processus-là va finir, le coordonnateur d'arrondissement, aidé de ses assistants, ils feront toutes les compilations nécessaires et ils feront justement les mises en pli, les cantines destinées à la Cour constitutionnelle et puis l'autre destinée à la Sénat quand tout est mis et puis les résultats seront acheminés directement au niveau de la Sénat. D'accord, donc on peut dire que toute cette organisation, depuis la désignation des agents électoraux et des membres du poste de vote et tout cela fait partie du processus électoral. Effectivement. Écoutez, le processus électoral, il est encore plus large parce qu'il ne s'arrête pas simplement à l'activité des coordonnateurs d'arrondissement, ni des assistants, encore moins des MPV. Le processus électoral, c'est une série d'activités bien organisées qui permettent de gérer dans sa globalité l'élection. Cela passe généralement de l'enregistrement sur les listes électorales, parce qu'il faut être bien enregistré sur les listes électorales. Donc il y a le recensement sur les listes électorales. Il y a des phases qui vont suivre, l'appel à candidature, le dépôt des dossiers, la publication justement des partis politiques qui vont à ces élections, le déroulement même des opérations du vote, la compilation. Et après, il y a une autre phase qui n'est pas moindre, c'est la phase post-électorale. Elle est d'ailleurs déterminante parce qu'elle permet justement de réguler le système. Quand on a connu des difficultés dans l'organisation des élections, il en vient que la Sénat, des acteurs de la société civile se réunissent, évaluent le processus électoral, de sorte à demander que certaines lois
ou soient revues ou que certaines pratiques soient corrigées, toujours dans la perspective d'améliorer comme il se doit notre processus électoral. Et donc, c'est un ensemble, comme je le disais, un ensemble d'activités compilées qui composent le processus électoral. Il est d'ailleurs généralement divisé en trois. On a la phase post-électorale, la phase pré-électorale et la phase électorale. Et à cette phase-là correspond un certain nombre d'activités que les organes chargés de la gestion des élections sont censés mettre en œuvre pour la bonne tenue justement des élections dans un pays donné. Y compris aussi la campagne électorale. Effectivement, la campagne électorale fait partie intégrante du processus électoral. C'est cette phase-là qui est dédiée généralement aux candidats pour leur permettre de vendre leur projet de société, de faire la propagande nécessaire autour d'un candidat ou d'un parti politique, de sorte à recruter ou avoir le suffrage des électeurs. Alors, Victor Bocor, nous allons revenir un peu plus en arrière. Quand on parle des agents électoraux, est-ce qu'ils ne reçoivent pas une formation de mise à niveau parce qu'ils n'ont pas eu un cours, ils n'ont pas été à l'école des élections? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas une formation pour quand même leur permettre d'être aptes le jour des élections? Obligatoirement. La réussite du processus électoral, la réussite de l'organisation d'une élection dépend en partie justement de la qualité de la formation que les agents électoraux bénéficient. On peut déjà se rassurer au niveau de la Sénat. Généralement, tout est mis en œuvre pour former toutes ces catégories d'acteurs qui interviennent au niveau des agents électoraux. Quand vous prenez les coordonnateurs d'arrondissement, juste après que la liste soit connue, et d'ailleurs nous attendons justement cette liste-là, la liste des coordonnateurs d'arrondissement, des assistants et des MPV, quand on s'en tient au calendrier électoral tel que fourni par la Sénat, cela devait être connu, je crois, le 4 passé. Bon, on pourrait se rapprocher de la Sénat pour comprendre ce qui justifie le retard dans la publication de la liste des agents électoraux. Alors, dès que la liste elle est connue, il y a un processus qui est mis en œuvre, un processus de formation justement des coordonnateurs d'arrondissement et également de formation des assistants coordonnateurs. Il reviendra à ces derniers de prendre en charge la formation des MPV, les membres de postes de vote. Et donc, ils auront les accréditations nécessaires pour retourner sur le terrain, généralement déployés 15 jours avant les opérations et 15 jours après les opérations. C'est le canevas qui les a donné pour le coordonnateur d'arrondissement. Et c'est pendant cette période-là, justement, qu'il se déploie à former, à prendre les contacts nécessaires avec son environnement pour le bon déroulement du scrutin. Alors, Victor, il y a un constat qui est quand même fait quand les agents reçoivent la formation. Moi, Modeste, j'ai reçu la formation et que le 2 jours avant les élections, je ne me sens plus disponible et que je dois laisser ce poste. Je suis membre de poste de vote, par exemple, et que je ne pourrai pas venir. Un agent qui n'a peut-être pas reçu la formation est quand même déployé pour être sur le terrain. Est-ce que ça n'enfreint pas le processus? Est-ce que ça n'enfreint pas le bon déroulement des élections? Non, la loi l'a prévu. Malheureusement, vous savez qu'il y a des impératifs. On peut bien participer à une formation, être bien aguerri. Et le jour même, vous avez un petit incident, bien vous vous réveillez mal, ou bien que vous n'arrivez pas à vous déplacer. Il y a un mécanisme de remplacement qui est prévu pour ces agents-là. Écoutez, quand c'est le président qui n'est pas là, dans un délai raisonnable, il sera remplacé par son premier assesseur qui deviendra président. Le deuxième assesseur deviendra premier assesseur et il est loisible justement de choisir soit des acteurs, parmi des acteurs qui sont venus se faire former. Vous savez, généralement quand on lance la formation des MPV, il y a des acteurs qui ne sont pas conviés, qui ne sont pas retenus, mais qui estiment qu'il faut venir participer justement à cette formation-là. On pourrait recueillir dans ce lot de disponibilité pour combler le vide. Ou encore, la loi nous demande de regarder parmi justement les votants. Nous avons la possibilité de choisir un acteur pour accompagner justement
le processus en remplacement justement de l'agent électoral qui serait défaillant. D'accord. Merci Victor Bokor. C'était le rôle des agents électoraux et le processus électoral. On vous dit à demain pour de nouvelles questions électorales.